Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette dernière demi-journée des rendez-vous de l'assurance de Casablanca. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier la Fédération marocaine des assureurs pour la tenue de cet événement, pour sa résilience, puisque cet événement se tient en dépit du contexte que nous connaissons tous. Je rends également hommage à la créativité de l'équipe technique, puisque nous sommes à la fois en distanciel et en présentiel, nous ne sommes pas dans un simple webinaire. Et je voudrais souligner que ce rendez-vous se tient dans un contexte chamboulé, perturbé par la pandémie, qui a poussé un secteur à se réadapter. Se réadapter à travers d'autres canaux de vente, comme le digital, qui s'est imposé avec force au cours de l'année 2020. Il nous a presque envahis. Se réadapter à travers la couverture de nouveaux risques, comme celui d'une maladie mondiale. Nous n'avions pas connu ça depuis plusieurs décades. Et se réadapter à travers une clientèle à élargir. Nous avons découvert, malheureusement, à la faveur de la pandémie, que plusieurs personnes n'étaient pas couvertes, soit par négligence, soit par manque de moyens, soit par méconnaissance des produits d'assurance. Et donc, nous parlons ici d'inclusion. Et c'est justement la thématique de ce rendez-vous de l'assurance, puisqu'on parle de résilience pandémique et d'assurance inclusive, un thème qui illustre bien les questions que nous, citoyens, que nous, entreprises, que nous, assureurs, nous posons aujourd'hui. Certaines questions sont naïves, d'autres questions sont techniques, et vous me permettez d'en partager quelques-unes avec vous. Alors, jusqu'à quel point mon assurance me couvre en cas de pandémie, en cas de maladie longue? Quelles sont mes garanties quand j'achète de l'assurance sur Internet? Est-ce que le coût de mon assurance va augmenter, puisqu'on parle de fonds de catastrophes, fonds de couverture des catastrophes naturelles? Le Maroc s'en est doté l'année dernière et donc le coût du risque a augmenté, le coût de l'assurance a augmenté pour les entreprises. Autre question, jusqu'où va l'assurance? D'assureur en réassureur du réassureur? Quand le risque augmente, qui paie pour qui et qui couvre quoi? Ces sujets ont été abordés au cours de la journée hier, sous certains angles, et ils seront certainement abordés cet après-midi sous d'autres angles, avec un prestigieux parterre de panélistes, de keynote speakers. Et avant de céder la parole, je voudrais appeler à mes côtés M. Bachir Badou, le directeur général de la Fédération marocaine des assurances, l'organisateur de l'événement. C'est Badou, marhaba bik. Merci, c'est Fadel, merci. Bonjour. Bonjour. Alors, petite question, comment a été la journée d'hier? Très belle journée, belle cérémonie d'ouverture. Nous avons eu le plaisir d'avoir le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale, bien entendu le président de la Fédération qui a fait l'ouverture, le secrétaire général de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale et un panel prestigieux d'intervenants. Et un contenu, je suppose, aussi riche que les invités étaient prestigieux. Exactement, aussi prestigieux que les invités, à la hauteur du rendez-vous de Casablanca de l'assurance, parce que nous sommes au rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Et nous sommes résilients. Tout à Alors, fait. petite question, vous êtes aussi assureur, au-delà de votre poste de directeur de la Fédération. Est-ce que la question majeure que se posent les assureurs aujourd'hui, s'il y avait une question, si on devait résumer ça en une question? La question serait quel avenir pour l'assurance dans un monde en mutation? Et c'est ce dont va nous parler M. Attali dans quelques instants. Exactement. Et je voudrais vraiment remercier M. Attali au nom de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. Remercier M. Attali qui nous fait vraiment l'amitié et qui nous honore de sa présence. Je sais que beaucoup d'assureurs avec qui j'ai échangé attendent avec impatience son intervention. Nous l'attendons aussi. Mesdames, Messieurs, c'est parti. Pour l'assurance dans un monde en profonde mutation. Alors, bienvenue à cette session Keynote Speaker avec un thème « Quel avenir pour l'assurance dans un monde en profonde mutation ?» Monsieur Attali, bonjour. Bonjour, je suis désolé de ne pas être des vôtres. Plus précisément, j'ai une si grande amitié et nostalgie pour le Maroc que j'espère entendre les bruits et sentir les odeurs
des rues et des palmeraies. Vous êtes avec nous de tout cœur, dirait-on. Alors, Monsieur Attali, vous allez nous parler de la mutation du monde des assurances. Je voudrais présenter Monsieur Attali, on ne le présente pas, mais je voudrais dire quand même quelques mots. Penseur, écrivain, économiste, conseiller de plusieurs chefs d'État, de capitaines d'industrie. Monsieur Attali est connu et nous le remercions d'avoir pris de son temps pour nous parler de ce sujet. Juste avant de passer la parole à M. Attali, Bachir, tu voulais dire un petit mot? Je voudrais tout simplement réitérer à M. Attali tous nos remerciements en tant que Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. Il nous honore de sa présence. J'ai eu la chance de lui parler il y a une semaine et comme je lui ai dit, on lui donnera rendez-vous physiquement à Casablanca lors d'une prochaine édition. En tout cas, M. Attali, mille merci d'avoir accepté de vous adresser à nos intervenants. Merci. Et nous lui cédons la parole. Je vous laisse entre les mains de Sefadé. Monsieur Attali, je vous en prie. Merci beaucoup. Le secteur de l'assurance m'est très proche parce que depuis très longtemps, je considère que c'est un des secteurs absolument centraux, je dirais même pas seulement de la finance, pas seulement de l'économie, mais de l'histoire humaine. Sans faire d'histoire de l'assurance, qui est une histoire passionnante, l'assurance remonte à très très longtemps et elle renvoie à ce qui est le début d'une société. Il n'y a pas de société sans mise en commun de la gestion des risques. C'est même la définition qu'on peut donner d'une société. Et d'une certaine façon, toute société est légitimée par un processus d'assurance. C'est l'assurance que le prince donne à ses vassaux au sujet qui, en échange de lui laisser le pouvoir, obtiennent de lui une certaine forme de protection. C'est le rôle de l'assurance. Et donc l'assurance consiste essentiellement à mettre en place en permanence les meilleurs moyens pour protéger contre les risques. Je voudrais sortir un peu de l'assurance pour commencer, pour parler de la situation actuelle et revenir ensuite sur ce que l'assurance peut apporter, va apporter et comment elle va être elle-même impactée par les changements en cours. La crise actuelle va nous dire beaucoup sur l'assurance, parce que la crise actuelle va à la fois mettre l'assurance au premier rang et en même temps montrer quelques-unes de ses limites. Vous avez d'ailleurs, monsieur, évoqué tout à l'heure dans les questions que vous avez évoquées, puisque beaucoup de gens ont découvert au cours de cette crise que l'assurance ne veut pas tout, et qu'en particulier, l'assurance est une mutualisation des risques, et que quand tout le monde est touché par un même risque, l'assurance ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas y avoir une assurance contre quelque chose qui touche tout le monde également en même temps. Une grande question qui va renvoyer à quelque chose de très fondamental, à mon avis, dans l'évolution du métier de l'assureur dans les années à venir. Parce que la crise dans laquelle nous sommes est loin d'être finie et elle pose de très nombreux problèmes. Et je voudrais les évoquer très rapidement. Bon, d'abord, évidemment, elle n'est pas finie puisque la pandémie est encore là, mais elle n'est pas finie même si les vaccins sont disponibles. Et on sait qu'ils ne le sont pas et qu'ils ne le seront pas avant quelques mois, sinon plus encore. Mais je voudrais rappeler d'abord que même si les vaccins étaient disponibles pour tout le monde, au Maroc, en Europe, en Inde et un peu partout, cela ne suffirait pas. D'abord parce qu'il y aura eu, et vous êtes bien placé pour le savoir, beaucoup de dommages antérieurs, beaucoup de dommages collatéraux, beaucoup de dommages durables, des faillites, des maladies de longue durée, des soins qui n'auront pas été assurés, des projets qui n'auront pas pu démarrer, des études qui auraient été interrompues, des emprunts qui ne pourront pas être remboursés. Il y aura beaucoup de dommages collatéraux à gérer issus de la pandémie, même si la pandémie venait à s'arrêter. Deuxièmement, parce que les vaccins pourraient, et on n'en sait rien encore, ne pas protéger contre tous les variants. Et il est possible, en tout cas il faut s'y préparer, à ce que d'autres variants apparaissent contre lesquels nous ne sommes pas préparés. Et enfin, et peut-être surtout parce que cette crise nous aura rappelé qu'elle était prévisible. Je fais partie de ceux très nombreux qui, depuis 20 ans au moins, disent « attention, des pandémies sont possibles et il faut s'y préparer ». Peu de pays s'y sont préparés. Je dirais simplement que la Corée du Sud est un exemple absolument exceptionnel de préparation, puisqu'ils se sont très bien préparés. Et pour une population de 54 millions d'habitants, ils ont aujourd'hui 1700 morts. Et ils ont remarquablement géré parce qu'ils s'étaient très bien préparés à cela. Donc on pouvait, même sans vaccin, puisque les Coréens ont fait cela sans vaccin, avoir une bien meilleure gestion de cette pandémie si on avait été préparé. Et donc il faut se préparer à d'autres pandémies qui viendront,
d'autres pandémies liées soit à des variants de celui-là, soit à d'autres maladies, mais aussi plus largement prendre conscience que cela pose la question des dommages qui peuvent venir ultérieurement, d'autres menaces qui sont tout aussi prévisibles que l'actuelle pandémie et sur lesquelles on n'agit pas autant qu'on le faudrait. Évidemment, on a tous en tête la question du réchauffement climatique dont on a les preuves tous les jours. Ce matin encore, paraissait une statistique disant que la floraison des cerisiers du Japon, dont on suit les statistiques depuis l'an 800, imaginez-vous, c'est fascinant, jamais la floraison du Japon depuis l'an 800 n'a été aussi précoce que cette année. Une preuve de plus qu'il en fallait du réchauffement climatique. Et pourtant, on ne fait pas assez, loin de là, pour prévenir le réchauffement climatique. Mais il n'y a pas seulement celui-là. Il y a le manque d'eau, il y a la fin de la biodiversité, il y a l'aridité des sols, il y a les invasions de sauterelles et de moustiques de toute nature, tout ça que le Maroc connaît particulièrement bien. Tout ça est prévisible, connu, et on sait ce qu'il faudrait faire pour l'arrêter, et comme pour les pandémies, on ne fait pas. Avec une différence importante par rapport aux pandémies, c'est que si les pandémies sont relativement réversibles, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'arrêter, et les dommages, donc j'ai dit qu'il y a certains qui sont irréversibles, malheureusement il y a déjà plusieurs millions de morts et de gens avec des séquelles irréversibles, il y a malgré tout une certaine réversibilité. Mais ce n'est pas le cas d'autres menaces dont je viens de parler, auxquelles on ne se prépare pas, et ce n'est pas non plus des menaces qui sont à la portée d'un vaccin. Il n'y aura pas de vaccin contre le réchauffement climatique, il n'y aura pas de vaccin contre le manque d'eau, ni de vaccin imaginable contre les sauterelles ou autres invasions diverses. Et on peut multiplier les risques. Je ne veux pas gâcher votre après-midi en donnant trop d'autres. Donc, pour se prévenir de cela, il faut avoir une attitude radicalement différente, dans laquelle vous allez voir l'assurance a un rôle très important à jouer. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'il faut changer radicalement notre modèle de développement. Il faut s'orienter vers ce que j'appelle l'économie de la vie dans une société positive. C'est quoi une société positive? C'est une société qui travaille dans l'intérêt des générations futures, qui sait que le présent n'a de sens que si les générations futures sont protégées. Et c'est, je pense, ce qui devrait devenir la philosophie fondamentale des assureurs, travailler dans l'intérêt des générations futures. C'est déjà, d'une certaine façon, très largement ce qu'elles font sans employer ce mot de société positive. C'est une société qui a compris que le présent est impacté par l'avenir et pas seulement par le passé. J'ai dit qu'il était impacté par le passé en parlant des pandémies, des menaces futures, mais le présent est impacté aussi par le futur. Si on ne travaille pas pour améliorer le futur, le présent va être une catastrophe. Donc nous avons intérêt à travailler dans l'intérêt des générations futures, qui nous protègent de l'avenir. Nous avons intérêt à ce qu'elles puissent travailler pour financer les retraites, pour créer les conditions d'avoir des médecins qui remplacent les médecins qui partiront à la retraite, etc., etc. Donc nous avons intérêt à travailler dans l'intérêt des générations futures. Et pour cela, ce concept de société positive se décline dans un certain nombre de secteurs économiques qui sont nécessaires à une société positive et d'autres qui ne sont pas. Il est évident que tout ce qui tourne autour des énergies fossiles est contraire à l'intérêt des générations futures. Et qu'il est contraire du point de vue climatique, mais aussi beaucoup d'autres dimensions. Et que tous les secteurs qui tournent autour des énergies fossiles, que ce soit les énergies fossiles elles-mêmes, le transport qui utilise des énergies fossiles, ou le plastique, ou une grande partie des vêtements qui sont liés au plastique, doivent être très largement, très rapidement remplacés par d'autres choses. Et par contre, il y a un certain nombre de secteurs que j'appelle les secteurs de l'économie de la vie qui ne représentent pour l'instant au total que pas la moitié de la production dans la plupart des grands pays, et au Maroc beaucoup moins que la moitié, qui doivent devenir de plus en plus le cœur du développement économique, social et politique. Ils sont la santé, l'hygiène, l'éducation, l'agriculture, l'alimentation, l'assurance, la finance inclusive, le logement durable, les énergies propres, l'eau, la sécurité, la liberté et la démocratie, et un certain nombre d'autres secteurs, une douzaine au total, qui forment l'économie de la vie. C'est vers cela qu'il faut orienter le développement. L'assurance fait partie des secteurs fondamentaux, parce qu'elle est au cœur de la réflexion sur la prévention, elle est au cœur de la protection contre la prévention, et plus encore, je crois, parce qu'elle est vitale pour les plus pauvres. Vous le savez mieux que personne, au Maroc, les plus pauvres sont les plus menacés par un dommage. Plus une personne est pauvre,
plus elle risque de basculer dans la pauvreté absolue si elle n'est pas couverte par l'assurance. J'ai beaucoup travaillé au Maroc en microfinance et je sais qu'en microfinance, si quelqu'un n'est pas couvert par une assurance, par une micro-assurance, le petit emploi qu'il aura créé par son micro-entreprise peut être balayé, peut retomber dans la pauvreté s'il tombe malade et s'il n'est pas couvert par une assurance. Donc l'assurance est vitale pour la lutte contre l'extrême pauvreté et le maintien hors de la fragilité extrême. Mais plus largement, l'assurance va s'inscrire dans une mutation qui, à mon avis, est très importante par rapport à tout ce que je viens de dire. C'est qu'il est beaucoup plus important, beaucoup plus nécessaire, beaucoup plus rationnel maintenant de s'orienter vers la prévention que vers la réparation des dommages. Ça coûtera beaucoup moins à la société de prévenir une pandémie, comme l'ont fait les Coréens du Sud, que de réparer les dommages d'une pandémie. Ça coûtera beaucoup moins cher de préparer et de se protéger et de prévenir un changement climatique que de devoir s'adapter à la transformation climatique. Et donc, je pense que nous entrons dans une société où la prévention va devenir le maître. Ou même en médecine, on va aller vers une médecine préventive qui sera assez largement, et j'y reviendrai dans un instant, une médecine prédictive, mais dans une médecine préventive qui va prendre le pas sur la médecine réparatrice. Naturellement, il faudra toujours soigner les malades, ça va de soi. Naturellement, il faudra toujours indemniser les dommages, ça va de soi. Mais le cœur va être de créer les conditions de la prévention. Et de ce point de vue, il est évident que non seulement tous les sujets portent autour de la prévention, et le vaccin en est la démonstration en matière médicale. Le vaccin, c'est un élément de la prévention. Même si là, il arrive en urgence au milieu de la catastrophe, de façon très générale, c'est la prévention qui va dominer. Et de ce point de vue, les assurances et les assureurs sont déterminants, car c'est eux qui peuvent jouer un rôle et qui vont jouer un rôle absolument déterminant dans l'avenir pour déterminer les normes de prévention dans tous les domaines. Ils vont jouer un rôle soit à côté de la puissance publique, soit avec la puissance publique, soit à la place de la puissance publique si la puissance publique n'est pas capable de s'imposer. Mais les assureurs vont définir, ils le font déjà, vous le faites tous les jours en matière d'assurance vie, quand vous demandez à vos assurés de créer les conditions d'avoir la meilleure santé possible, vous le faites en matière d'assurance automobile, vous faites de la prévention en poussant les gens poliment ou avec les primes à créer les conditions de ne pas avoir de dommages. Donc la prévention est absolument fondamentale et je pense que la prévention va devenir un des métiers majeurs, elle l'est déjà assez largement, des assureurs. Le digital va jouer un rôle très important évidemment parce que le digital permet, pour le meilleur et pour le pire, de créer les conditions de savoir quels sont les risques de chacun. On va bientôt, grâce à l'intelligence artificielle, disposer et c'est le cas pratiquement maintenant, de toutes les données individuelles permettant de savoir si quelqu'un a des prédispositions à telle ou telle maladie, des prédispositions à telle ou telle dépendance, des prédispositions à tel ou tel risque, et on pourra ainsi, on peut déjà définir un profil plus ou moins confidentiel de ceux qui peuvent avoir ou être couverts ou menacés par des risques supérieurs. Question difficile qui va se poser, c'est est-ce que les primes d'assurance vont aller jusqu'à l'individualisation absolue et comme c'est une évolution qui est en cours, de façon à ne pas couvrir d'une façon plus coûteuse ceux qui ne seraient pas protégés. Va-t-on faire payer plus cher les diabétiques ou ceux qui sont alcooliques ou ceux qui sont atteints de dépendance à telle ou telle drogue en matière d'assurance? C'est une tendance tout à fait naturelle si c'est quelque chose qui est résistible, c'est-à-dire si la personne peut, dans un acte libre, créer les conditions de sa non-dépendance. Quelqu'un qui est diabétique pour une raison génétique ne peut pas être considéré comme responsable de sa maladie. Et donc là, on va se heurter, va apparaître, et sont en train d'apparaître, et vous les vivez déjà tous les jours, un très grand nombre de problèmes éthiques dans lesquels le digital va accélérer ce questionnement, puisqu'on va avoir cela non seulement sur quelques problèmes qu'on connaît aujourd'hui, sur l'assurance vie, l'assurance décès, l'assurance dommage, mais sur beaucoup de problèmes sur les catastrophes naturelles, sur lesquels on aura une prise de conscience de l'importance de la donnée et de la connaissance des comportements. Ce qui renvoie d'ailleurs à deux sujets très différents.
qui est le premier, c'est un sujet philosophique très important pour vous et très généralement. C'est celui de la distinction que vous connaissez parce que vous la pratiquez tous les jours, même si vous ne l'appelez pas ainsi, entre causalité et corrélation. La science cherche une causalité. Qu'est-ce qui est cause de quoi? Le numérique se contente de corrélation. On a une masse de données, on voit que ces données nous disent que tel événement n'est pas corrélé ou est corrélé à tel autre, donc on en tire des conséquences. Les événements sont tellement nombreux, les causes et les conséquences possibles sont tellement nombreuses qu'il y a un fort risque de voir la science disparaître derrière la simple recherche de corrélation. Et que on ne cherche plus à savoir, par exemple, si telle maladie est causée par tel comportement, mais on se contentera d'avoir une analyse qui dira la corrélation entre telle maladie et tel comportement est si forte qu'on considère que c'est une cause, même si ça ne l'est pas, mais c'est simplement une corrélation qui renvoie à des causes beaucoup plus profondes et dans lesquelles il faudrait chercher pour véritablement faire une prévention profonde. Et je crains beaucoup qu'on se contente de plus en plus, on le voit apparaître dans beaucoup de domaines, dans les prédictions médicales que en assurance et dans d'autres domaines, je crains beaucoup qu'on aille vers une société de la corrélation dans laquelle la prédiction se limite à chercher des relations statistiques sans chercher véritablement des causes profondes qui permettent vraiment d'agir sur les raisons d'être des choses. On le voit dans une grande évolution dans la science économique en particulier. Ce qui amène d'ailleurs à une interdépendance croissante entre des domaines qui a priori n'ont pas de rapport. Moi, ça fait 20 ans que je dis, un jour il y aura des fusions dont je ne sais pas qui sera l'organisateur, entre les compagnies d'assurance, les gestionnaires de données, les compagnies pharmaceutiques et peut-être la puissance publique. Mais il est clair que les entreprises qui gèrent des données, les GAFA ou les entreprises d'intelligence artificielle, et les entreprises d'assurance, comme les entreprises pharmaceutiques, font le même métier d'une certaine façon. Et que toutes les trois font des métiers qui sont très largement producteurs de normes et que ces productions de normes sont des productions de normes qui ou s'imposent à la puissance publique ou orientent la puissance publique, qui naturellement n'a pas les moyens dans tous les pays d'être aussi informé, compétent, puissant que le sont ces trois domaines, assureurs, entreprises pharmaceutiques ou GAFA, qui ensemble représentent à l'égard de tous les pays, y compris les États-Unis, des puissances incommensurables de calcul, de recherche, de compétences, de connaissances. Et donc, il est très important que les puissances publiques mettent en commun un grand nombre de savoirs dans ce domaine et que les compagnies d'assurance travaillent d'une façon aussi intense que possible avec les gouvernements pour que les normes n'échappent pas à la fixation démocratique et pour qu'elles ne soient pas fixées de l'extérieur. On peut craindre un jour une alliance assureur, gestionnaire de données, entreprise pharmaceutique détermine toute une série de comportements qui permettront d'obtenir tel ou tel avantage social, non pas sur des causalités, mais encore une fois sur des corrélations qui sont une sorte de boîte noire du savoir dans lequel on n'ira pas. Donc il est très important d'éviter cela et pour cela de créer les conditions de ce que les compagnies d'assurance, les assureurs, travaillent les mains dans la main avec les puissances publiques à la définition de normes démocratiques de prévention qui ne soient pas seulement des normes de prévention qui sera imposées de l'extérieur, même si l'apport des GAFA, l'apport des algorithmes divers, l'apport des entreprises médicales sera, dans les secteurs qui les concernent, un enjeu et un outil très important. Je crois donc que les assureurs et les réassureurs, qui ont évidemment un rôle de dernière instance absolument majeur, vont être très importants. Et je pense qu'à terme, s'il y a quelque chose comme une réglementation mondiale qui apparaît en matière de prévention, elle apparaîtra par les assureurs. On le voit déjà dans bien des domaines, en particulier dans les domaines que l'économie de marché considère comme fondamentaux, qui sont les domaines de la finance. On voit que les mécanismes de protection contre les risques à l'intérieur des banques centrales ou à l'intérieur des systèmes de régulation des marchés financiers sont des mécanismes de réassurance et sont fixés par des accords internationaux fondés sur des concepts de réassurance. Et je pense que ces concepts qui apparaissent pour l'instant d'abord dans les marchés financiers
pourrait se généraliser et qu'on verra ainsi, ça prendra du temps, apparaître des normes internationales, je ne dis pas un gouvernement mondial, ni une loi mondiale. Je pense que les assureurs, qui ont d'ailleurs joué, mais c'est une autre question, un rôle très important dans la naissance de l'État dans un très grand nombre de pays, en particulier la naissance de tout ce qui a été la protection sociale, les accidents du travail, etc., va jouer un rôle très important dans ce basculement de la réparation à la prévention, dans un usage que j'espère démocratique des technologies digitales. Et de ce point de vue, il faut regarder avec soin ce qui se passe dans les pays scandinaves qui ont une vision extrêmement lucide de ces questions, en particulier en Finlande, et qui regardent cela dans un souci de respect démocratique très profond, et ce qui se joue en Chine, dans lequel la volonté de connaître les comportements d'une façon corrélée et non pas par causalité, par une analyse de masse, pour créer les conditions d'une discipline sociale totale, je dis totale pour ne pas dire totalitaire, nous donne assez clairement les deux modèles vers lesquels on va, et en sachant très bien que tout ça est guidé par un point fondamental, c'est qu'au bout de la route, quand nos compatriotes, nos concitoyens, les êtres humains sont confrontés au choix entre la liberté et la sécurité, ils choisissent toujours la sécurité, malheureusement contre la liberté. Et il faut à tout prix créer les conditions pour que la sécurité ne détruise pas la liberté. Et de ce point de vue, les assureurs ont un rôle absolument majeur pour créer les conditions de sa survie. Je vous remercie. Je vais prendre deux petites questions, rapidement. Oui, bien sûr. Oui, alors dans vos propos, il y a quelque chose qui interpelle. Vous parlez de s'orienter vers du préventif plutôt que du curatif. Mais nous, particuliers, quand on veut acheter un produit d'assurance, l'assurance couvre quelque chose qui occure, qui arrive. L'assurance couvre quelque chose qui arrive à un moment T, et c'est pour ça que l'assurance est faite. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que les particuliers, à l'avenir, paieraient une petite taxe de solidarité préventive en assurance pour payer moins le jour de l'occurrence de l'événement? Comment ce sera décliné en produit assurantiel? Ça, c'est la première question. Je vous pose aussi la deuxième question. Non? Bien sûr. Alors, question du public. À votre avis, quel pourrait être le paysage de l'assurance en Afrique dans 15 à 20 ans? Voilà. Sur la première question, ça mériterait des heures et des heures de débat, et je serais ravi d'approfondir cette question, parce qu'il y a en effet des produits d'assurance nouveaux à mettre en place qui feraient basculer progressivement la couverture d'assurance sur la prévention, mais qui supposent que l'assurance soit elle-même capable de conseiller en matière de prévention. On ne peut pas faire payer quelque chose qui n'est pas un service qu'on rend. Mais je serais ravi d'approfondir ça avec vous dans une autre circonstance. On peut faire payer plus cher si on crée les conditions d'une assurance, d'un service supérieur, et le service de prévention va être rendu par quelqu'un. Est-ce que c'est par l'État? Est-ce que c'est par les GAFA? Est-ce que c'est par des organes spécifiques? Ou est-ce que c'est les compagnies? Pour moi, les compagnies d'assurance sont les mieux placées pour rendre ce service et le faire rémunérer, mais à condition qu'elles offrent ce service, qu'elles soient capables de le produire. On en reparle quand vous voulez. Sur la deuxième question, moi je suis très optimiste sur l'Afrique. Je considère que l'Afrique est un potentiel de croissance considérable. Bien sûr, on peut faire la longue liste des problèmes de l'Afrique. Je suis le premier placé, moins bien placé que vous pour le faire, mais je crois beaucoup à l'avenir de la croissance. Je crois que la première moitié du XXe siècle, du XXIe siècle est asiatique, mais que la deuxième moitié du XXIe siècle est africain. Je pense beaucoup qu'il ne faut pas oublier que les deux puissances démographiques en 2050, les plus grandes au monde, c'est l'Inde et le Nigeria. Et donc, je pense qu'il y a un énorme potentiel pour les compagnies d'assurance marocaines, comme les compagnies bancaires ou comme les compagnies industrielles marocaines, qui l'ont très bien compris, mieux que beaucoup d'autres, à aller chercher un potentiel de croissance dans la classe moyenne africaine. Pas seulement la classe moyenne africaine francophone, qui est en effet un marché intéressant, et je pense évidemment à tous les pays qui sont voisins, et la règle de base, c'est qu'on doit progresser de proximité, de pays en pays, mais je crois aussi que la RDC, lorsqu'il y aura un rule of law efficace, est un immense marché pour le développement africain, mais que le cœur, tout va se jouer sur la stabilité du Nigeria. Si le Nigeria réussit à rester un pays stable, et le devient plus encore, et vous avez un rôle très important à y jouer, le développement de l'assurance au Nigeria me paraît un potentiel absolument gigantesque. Merci, M. Attali. Au nom de la Fédération... J'ajouterai aussi l'Éthiopie, qui me paraît un pays aussi, comme vous le savez,
ayant un potentiel extraordinairement prometteur, où les entreprises francophones, françaises comme marocaines, ne sont pas assez présentes. Merci, M. Attali. Donc, au nom de la Fédération et de la nombreuse audience, nous vous remercions et vous donnons rendez-vous à la prochaine édition, la 8e édition, l'année prochaine. Merci. Avec grand plaisir. Merci. Si vous avez des commentaires ou des questions complémentaires, vous savez comment me joindre. Merci.